Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vous propose aujourd'hui de découvrir comment créer un petit menu fluide comme celui présent sur graphicart.fr. Donc le principe de ce menu est assez simple, c'est d'avoir quelque chose qui apparaît par la droite de l'écran mais qui a en plus un petit effet de vague et de déformation lorsqu'il apparaît. Alors pour comprendre un petit peu son fonctionnement, je vous ai fait un autre exemple où j'ai décalé le menu par rapport à la droite, histoire que vous voyez ce qui est normalement en dehors de la page. Donc mon menu se situe ici, c'est ce que l'on voit avec cet overlay gris, et à l'intérieur je n'ai pas de fond, mais j'ai utilisé un SVG qui représente une petite vague. Et les différents éléments qui sont à l'intérieur du menu sont eux-mêmes décalés sur la droite. Lorsque l'on va cliquer pour dévoiler le menu, le SVG va subir une transformation donnant cet effet de vague, le menu va en plus sortir de la droite de l'écran, et les différents éléments vont apparaître les uns après les autres avec un léger décalage. Donc la combinaison de toutes ces animations donne cette impression-là. Donc si je vous le refais, lorsque je clique en dehors, j'ai cette transformation, et lorsque je clique pour afficher le menu, j'ai cette transformation. Et c'est ça qui donne cette impression-là. Alors, histoire de reproduire ce même effet, j'ai créé ici une page HTML standard, et j'ai mis mon petit menu à droite. Donc au niveau de cette page, c'est relativement simple, j'ai mis un poil de CSS. Donc le menu est dans un élément qui est la classe sidebar, il est tout simplement en position absolue, et il se situe en haut à droite de l'écran. Donc c'est pour ça qu'on le voit actuellement. Donc pour le masquer, je ne fais pas grand chose de bien compliqué, j'utilise tout simplement une transformation CSS. Je lui dis, je veux une transformation avec un translate X à 200 pixels. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le faire comme ça. Et dans ce cas-là, le menu va disparaître. Ou ce que vous pouvez faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire le mettre par défaut à moins 200 pixels. Donc comme ça, le menu sera en dehors de l'écran. Et utiliser une translation inversée pour le faire apparaître. Donc ici, un translate X de moins 200 pixels, la taille du menu. Et hop, ici il réapparaîtra. Donc en modifiant cette valeur du translate, on fait apparaître ou disparaître le menu. Et on va commencer par créer ça aujourd'hui. Et on va commencer par créer ça. Donc ici, je ne vais pas forcément utiliser jQuery ou quoi que ce soit, je vais simplement dans ma page charger un nouveau JavaScript. Donc ici, je vais créer une nouvelle balise script, et dans cette balise script, je vais lui préciser que je vais charger un fichier qui va s'appeler sidebar.js. Je vais aller créer ce fichier, je vais l'appeler sidebar.js, et à l'intérieur, on va y écrire notre code. Pour rendre ce tutoriel le plus abordable possible, j'ai choisi ici de ne pas utiliser de préprocesseur, mais je vais quand même utiliser de la syntaxe ES6 vu qu'elle est supportée par Chrome et les navigateurs modernes. Si jamais vous souhaitez supporter de plus vieux navigateurs, il vous faudra traduire le code avec, par exemple, des outils tels que Babel ou autres. Alors d'abord, je vais commencer à créer une fonction qui s'auto-appelle. Mon but ici, c'est de ne pas mélanger avec des variables qui seraient globales. Là, à l'intérieur, toutes les variables que je vais déclarer ne seront disponibles qu'ici. Donc ça permettra d'éviter qu'on se retrouve avec des choses qui soient injectées dans le namespace global entre guillemets. Donc maintenant, je veux que lorsque l'on clique sur ce petit bouton-là, ça aille afficher la sidebar. Donc par défaut, la sidebar, on va la masquer, c'est-à-dire qu'ici, on va enlever ce translate et on va juste mettre un translate à 0. Et ce translate, on le remettra à moins 200 pixels lorsque l'on cliquera sur cet élément du menu. Donc cet élément, pour le cibler plus facilement en JavaScript, on va lui donner un ID. On va l'appeler menu. Voilà. Donc au niveau de mon sidebar.js, je peux le sélectionner. Donc je vais faire let button égale document.querySelector et je vais sélectionner l'élément qui a l'ID menu. Ensuite, je vais lui dire lorsque tu cliques sur le bouton avec un add event listener, je vais écouter le clic, tu vas lancer une fonction et cette fonction, elle va se charger d'afficher la sidebar. Alors pour éviter de faire ça en JS, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément rajouter une classe sur mon body qui permettra de savoir si oui ou non la sidebar est affichée. Donc au niveau de mon body, je vais faire un document.body, je vais lui rajouter la classe as-sidebar par exemple. Donc pour cela, j'utilise la classe list et je vais lui dire, je veux que tu rajoutes à la liste des classes du body la classe as-sidebar. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, pour faire la transition, il me suffit de la faire en CSS, ce qui est beaucoup plus simple à gérer qu'en JavaScript. Donc je lui dis, si tu es dans l'élément qui a la classe as-sidebar, je veux que la sidebar ait une transformation qui est un translate X à moins 200 pixels, qui est la taille de ma sidebar. Et pour que ça fonctionne correctement, je vais rajouter une transition sur cet élément-là. Je veux une transition sur les transformations, et je veux que la transition dure 0,3 secondes. Si maintenant j'essaie, donc je réactualise la page, je clique sur le menu et je vois que j'ai cet effet. En revanche, je veux que lorsque je clique n'importe où ailleurs, cette sidebar disparaisse. Donc je vais écouter le clic sur le body. Donc je vais rajouter ici un add event listener, mais sur le body. Donc lorsque tu cliques sur le body, je veux que tu masques la sidebar. Hop.
Donc pour cela, il faut que je sache si la sidebar est déjà ouverte ou pas. Donc je vais créer une nouvelle variable qui sera un booléen pour savoir si la sidebar est ouverte. Donc on va l'appeler sidebar opened et par défaut elle sera à false. Ici on lui dira lorsque tu cliques sur le bouton, je veux que tu rajoutes cet élément là et que tu dises que la sidebar est maintenant ouverte. Lorsque tu cliques sur le body, si la sidebar est ouverte, dans ce cas-là, je veux que tu retires la classe au niveau de notre body. Donc tu feras un document.body.classList et tu supprimeras, donc c'est remove, la classe as-sidebar. Si j'essaie de faire un petit essai tout de suite, lorsque je clique ici, je vois que je n'ai rien qui se déroule. C'est tout simplement dû au fait que les deux éléments vont se déclencher. Lorsque je clique ici, ça affiche, ça rajoute la classe as-sidebar, ça met cette variable à true, et ensuite ça exécutera aussi ce code parce que lorsque j'ai cliqué sur ce bouton, ça revient à avoir aussi cliqué sur le body. Donc ça c'est un petit peu gênant. Donc ce que l'on peut faire, c'est lui dire lorsque tu cliques sur le bouton, il ne faut pas que tu déclenches les éléments d'éléments parents. Donc pour cela, on peut prendre en paramètre du add-event-listener l'événement, et on peut lui dire ici, je veux que tu stoppes la propagation. Donc le stop propagation permet d'empêcher les éléments parents de recevoir le clic. Et je peux rajouter aussi un prevent default, parce que je ne veux pas que lorsque tu cliques sur le bouton, tu appliques le comportement par défaut. Voilà, donc maintenant, si j'essaie de réactualiser la page, je vois que lorsque je clique, ma sidebar s'affiche correctement. Lorsque je clique ailleurs, alors il faut cliquer ici parce que le body n'arrive pas jusqu'en bas, il n'y a pas un height 100%, mais là, hop, la sidebar se masque correctement. Alors par contre, j'ai un petit effet bizarre, c'est parce qu'il y a une scroll bar qui se met, parce que par défaut, notre menu est en dehors de la page. Donc pour éviter ce problème-là, ce que l'on peut faire au niveau de notre CSS, c'est dire que l'on mettra un overflow vertical à hidden, histoire que notre... alors c'était un overflow Y à hidden. Et on en profitera pour ajouter une hauteur de 100%. Et ici, hop, j'ai fait une petite erreur, c'est un overflow X. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, on voit bien que la scroll bar a disparu et j'ai bien mon effet. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment ça c'est pas bien compliqué. Nous, ce que l'on veut, c'est mettre en place cette animation du SVG. Donc pour animer le SVG, on va utiliser une librairie qui s'appelle Dynamics.js qui permet de faire des animations entre différentes propriétés. C'est une librairie plutôt sympa et qui est plutôt simple à utiliser. Vous avez quelques exemples et ça permet de travailler aussi avec les chemins des SVG, ce qui est plutôt pratique. Ce n'est pas la seule librairie qui permet de faire ça, vous pouvez aussi choisir d'utiliser Snap SVG, qui est une librairie un petit peu plus complexe qui vous permet de travailler avec les SVG. Moi j'ai pris celle-là parce qu'elle est plus simple pour le coup. Donc ça c'est la librairie d'animation, mais il nous faut du coup créer notre SVG. Et c'est là qu'il faut bien penser les choses, parce qu'un SVG, lorsqu'on le crée, il faut penser à l'animation que l'on va créer plus tard. Et ce qui est important, c'est de bien choisir le nombre de points. En effet, lorsqu'il va faire une animation et qu'il va passer d'un SVG vers un autre, il faut que le SVG ne soit pas trop transformé. Si le SVG a des points en plus ou des points en moins, l'animation va donner un petit peu n'importe quoi. Donc pour créer ce SVG là, je vais utiliser ici Affinity Designer. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre logiciel d'édition vectorielle. Vous pouvez utiliser Inkscape qui est open source. Vous pouvez utiliser Illustrator si vous avez déjà un compte Adobe. Donc moi je choisis d'utiliser ici Affinity Designer parce que c'est un logiciel qui est pas si cher, qui est pas trop cher et qui est plutôt pas mal. Donc, je vais créer un nouvel élément, donc je vais le créer avec une certaine dimension qui respecte à peu près celle de ma sidebar. Alors ça peut pas être exact parce qu'évidemment on le redimensionnera plus tard, mais ici je vais mettre 200 pixels par 900 pixels. Donc on pourrait être tenté de créer une forme rectangulaire directement, mais le problème c'est que sans SVG ça va donner directement une forme. Nous ce que l'on veut vraiment faire c'est un chemin. Donc ce que je trouve plus simple c'est de partir de la forme la plus complexe. Comme ça nous permettra ensuite de modifier les points pour obtenir la forme finale et d'avoir le même nombre de points et de simplifier le travail pour la librairie JavaScript. Donc au niveau des points, je vais en avoir un qui va se situer en haut, qui deviendra le coin qui va se placer là plus tard. On aura ensuite la vague, donc là on aura un point vers ici, et ensuite on finira la vague. Donc on est parti. Je vais choisir une couleur de remplissage rouge, comme ça pour qu'on le voit bien, et je ne vais pas choisir de bordure. Je commence par créer un premier point ici, hop. Je mets un second point à peu près par là, avec donc cet effet de petite vague. Je maintiens ici la touche Shift parce que je veux que le vecteur soit bien perpendiculaire, comme ceci. Je vais créer un autre point à peu près ici, donc je fais la même chose avec un petit vecteur, donc là après vous le redimensionnez un peu comme vous voulez, et on ira jusque là. Ensuite je vais créer un nouveau point ici, un nouveau point à cet endroit-là, et ça. Et comme j'ai dit,
on aura cette couleur de remplissage. Donc la couleur de remplissage importe peu pour la suite. Donc ça, c'est notre forme initiale. Et ensuite, il faudra donc définir la forme à adopter lorsque on finira l'animation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ici utiliser deux espaces de travail. Donc là, hop, on va en créer un premier ici, voilà, qui fera les bonnes dimensions. On va donc le dupliquer, histoire de garder la forme. Et on va le mettre là. Donc le premier, on va l'appeler début. Voilà, et le second fin. C'est une bonne méthode de travail, je trouve, pour bien m'organiser sur ce type d'animation-là. Maintenant, on va déplacer nos points. Donc le premier point que l'on va déplacer, c'est celui-ci qui prendra donc cette place-là. Le vecteur ici fait que ça deviendra une ligne droite. Je vais placer ce point, hop, à peu près ici. Je vais changer le vecteur pour qu'il soit tout droit, comme ceci. Ce point, il ira à cet endroit-là, celui-là à cet endroit-là, et celui-là comme ça. Donc en fait, la librairie JavaScript va à peu près faire les mêmes mouvements que ce que j'ai fait ici. Maintenant, il faut que j'exporte donc mon SVG. Et on peut zoomer, histoire de vérifier qu'on n'a pas laissé d'espace. Donc je vais cliquer ici sur la partie export. J'ai donc mon premier export. Ici, on va lui dire, je veux que tu exportes en SVG. Dans tous les cas, il faudra les retravailler un petit peu parce que ils auront des propriétés inutiles. Mais on va lui dire, je veux exporter un SVG pour Internet. Et là aussi, je veux exporter non pas en PNG, mais un SVG pour Internet. Et je vais décocher ce truc-là parce que j'ai pas besoin de l'exporter. Maintenant, je clique sur exporter et je vais l'envoyer dans mon dossier. Donc là, ça sera le dossier de mon projet et j'exporte directement mes deux fichiers. Donc si vous avez Illustrator ou Inkscape, c'est le même processus que vous allez faire. Vous allez créer un premier SVG pour le début et un second SVG pour la fin, en essayant de respecter au maximum les points. Ne changez pas trop les courbes, ne changez pas trop les formes, parce que sinon la librairie JavaScript, lorsqu'elle fait les interpolations, elle va faire n'importe quoi. Pour ça que c'est compliqué de faire des animations de SVG, parce que ça implique de savoir à l'avance comment vous allez faire les animations. Donc si un designer vous livre un SVG et qu'après vous devez l'animer, souvent vous allez devoir faire des modifications. Alors ces SVG, on va aussi les ouvrir hop, au niveau de notre logiciel. Donc on voit que ça a donné bon, pas mal de balises un petit peu inutiles, mais on a surtout ici hop, le path, qui est le chemin qui permet de faire notre forme. Et ce path a un style qui permet de préciser la couleur de remplissage. C'est impeccable, c'est ce que l'on va utiliser. Et pour la partie fin, on a la même chose. Donc l'avantage, c'est qu'ici, pour faire la transition, il suffira de passer de ce path-là à l'autre path. Donc le SVG pour l'animer, on ne va pas le garder dans un fichier externe, mais on va directement le mettre dans le code HTML de notre page. Donc on va partir du SVG début, ça va être pas mal. Hop, on va directement copier le code et le mettre dans notre index.html. Et on va le mettre à la fin de ma sidebar, juste ici. Alors en revanche, on va pas forcément avoir besoin de tout. La partie déclaration XML ne sert à rien. On a besoin du SVG avec la viewbox qui est importante. Ça permet de déterminer la zone qui était dans notre espace de travail, notre canevas. Ça permettra de faire un redimensionnement plutôt propre. Donc ensuite, on a les balises XML qui sont pas importantes, on peut les supprimer. La partie style, on va la supprimer aussi. Et globalement, on garde que les balises de base. En revanche, on va préciser quelque chose qui est important, c'est le préserve aspect ratio. Et là, on va mettre none. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que lorsque l'on va faire le redimensionnement, on veut que notre image se déforme, parce que on veut que le SVG prenne systématiquement toute la taille de la sidebar. Si on ne mettait pas ce préserve aspect ratio, par défaut, il essaierait de centrer l'illustration en gardant le ratio qui a été défini par la viewbox, ce qui donne absolument un résultat dégueulasse. Donc nous, ici, on force ça à none. C'est très très important pour notre système. Donc après, on a différentes balises qui se sont mis un peu pour rien. Donc ça, c'est le problème avec les logiciels d'édition vectorielle. Et nous, l'avantage, c'est qu'on sait vers où on va. Donc on ne garde que la partie path. Voilà. Donc on garde le SVG le plus simple possible. L'avantage, vu qu'il est injecté dans l'HTML, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser la couleur de remplissage à cet endroit-là. On va pouvoir le faire en CSS. Et pour sélectionner cet élément plus facilement, on va lui mettre une classe. On va l'appeler Wave. On va l'appeler sidebar-wave pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et ensuite, on va la styliser en CSS. Donc dans mon CSS, hop, 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 je descends tout en bas et je lui précise que l'élément sidebar-wave va avoir une couleur de remplissage et on va mettre ici cette couleur-là. Ce sera un petit gris foncé. Histoire de faire mes tests et de ne pas m'embêter à devoir dévoiler la sidebar en permanence, je vais changer la valeur de height ici pour la mettre à 400 pour que ma sidebar apparaisse en plein milieu de l'écran. Si j'essaie de réactualiser la page, donc là, hop, je réactualise, et je descends un petit peu, je vois que j'ai une partie de mon SVG. Donc ce SVG, il va falloir le positionner correctement. Donc au niveau de ma sidebar, je vais retirer le background color,
et je vais préciser que notre SVG va prendre toute la hauteur possible. Donc je lui donne une largeur de 100%, une hauteur de 100%, et je vais préciser qu'il est en position absolue et qu'il prendra donc toute la taille. Donc un left 0, right 0, bottom 0, une largeur de 100% et une hauteur de 100%, et il occupera comme ça toute la sidebar. Si je réactualise, hop, il est comme ça. Si je retire le aspect ratio pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, hop hop hop, et que je sauvegarde, voilà ce que ça donne. Donc ça donne un petit résultat différent. On voit que ça essaie de centrer les choses. Donc là, c'est pas vraiment flagrant, mais sur des écrans ou des résolutions un petit peu plus petites, ça donne vraiment n'importe quoi, croyez-moi. Donc ici, hop, on remet ça. Et au niveau de notre système, on a aussi un autre petit souci, c'est que le SVG apparaît au-dessus de notre contenu, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc pour remédier à ce problème-là, vous pourriez mettre ces éléments en position relative avec un z-index supérieur à celui de sidebar wave, ou on peut utiliser ici un z-index négatif pour que la vague passe sous le reste. Bon, c'est en général une solution que je favorise pas trop, mais là dans ce cas-là, ça nous résout le problème. Donc là, on a comme ça notre vague. Maintenant, il va falloir la transitionner vers la nouvelle valeur. Donc pour transitionner et pour nous simplifier le travail en JavaScript, je vais donner la nouvelle valeur du SVG directement dans ses attributs. Donc je vais prendre le second SVG qui était fin.svg, je vais prendre la partie path et je vais créer au niveau de notre index.html, dans ce path là, je vais lui rajouter une propriété data-to et ça sera la nouvelle valeur que l'on souhaitera lui donner. Comme ça, après, je pourrai la sélectionner plus facilement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler avec mon JS. Donc la première chose à faire, c'est d'importer Dynamics.js. Donc je peux l'importer depuis NPM, donc si vous travaillez avec Webpack ou autre, ça peut être pratique. Ou sinon, vous pouvez l'importer directement en prenant la version minifiée. Donc là, je vais prendre le dynamic.min.js et je vais aller le mettre au même niveau que tout le reste. Bon, j'aurais pu faire des dossiers pour le coup, c'est pas bien grave. Et on va l'appeler dynamics.js. On importe la version minifiée et dans notre index.html, on va le charger avant le JS. Là, ça sera dynamics.js. Ça nous donne accès automatiquement à la librairie. Si j'inspecte et que je mets l'inspecteur dans ma page, j'ai maintenant accès à une nouvelle valeur qui s'appelle dynamics qui me permettra d'accéder aux différentes méthodes. Donc pour le coup, on va faire une animation directement et après on va la mettre au niveau du clic. Donc je vais créer deux variables. Une variable qui permettra de connaître le point de départ de l'animation et une autre variable qui permettra de connaître le point d'arrivée. Alors, hop, on est parti. Je vais créer d'abord une variable path qui contiendra l'élément HTML path. Donc il faut partir de cet élément-là. Donc on va le donner en ID. Voilà. Donc pour récupérer le path, il faut sélectionner cet élément-là. Donc on fait un document.querySelector. Et on va sélectionner l'élément qui a l'ID sidebar wave et on va prendre le path ensuite. Ensuite, on va avoir le point de départ. Donc on mettra tout. Ça sera l'attribut D. Donc ici, on fait path.getAttribute et on récupère l'attribut D. Pour le from, alors c'est plutôt l'inverse, là c'est le from. Et pour le to, ça sera l'élément, ça sera le data que l'on aura mis. Donc on n'utilise pas ici le getAttribute, mais on utilisera le dataset. Donc on fait un dataset, ce qui nous récupère tous les attributs data de l'élément, et on récupère le to. Voilà, c'est la méthode officielle de faire les choses. Donc j'ai maintenant ces trois variables, et c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Donc Dynamics.js fonctionne très simplement. Vous avez un exemple qui est directement disponible au niveau de la page. Vous pouvez préciser le type d'animation, il y en a pas mal. Nous, on va prendre un ease out, c'est un ralentissement vers l'arrivée. Et après, on en essaiera d'autres aussi. Vous pouvez personnaliser la durée. Donc nous, on va pas faire quelque chose de trop lent parce qu'après, ça donne un effet qui est un petit peu moche. Et la friction, ça vous permet de définir est-ce que vous devez vraiment freiner comme des bourrins ou freiner plus subtilement. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment tout paramétrer. Et ça vous génère le petit code en dessous. Donc nous, on va prendre ce code-là et on va directement le mettre dans notre JS. Et on le fera dès le lancement de la page. Donc d'ailleurs, allez, on va séparer un peu les deux. Donc on prend Dynamics, on lui dit d'animer et on doit lui préciser quel élément il doit animer. Nous, l'élément, on l'a déjà récupéré, c'est path. Ensuite, on lui précise la propriété à animer. Nous, ce n'est pas le TranslateX que l'on veut animer, mais c'est l'attribut D qui précise le chemin en fait de notre chemin. Ensuite, on doit lui préciser la valeur. Donc la valeur vers laquelle on veut aller, c'est le dataset to. Après, on met les différents types, la durée et la friction. Pour le coup, j'ai forcé le trait en mettant une durée de 4 secondes, histoire de voir l'animation se dérouler.
Et c'est tout ce que j'ai à faire à cet endroit-là. Si maintenant je reviens sur ma page et que j'actualise, c'était à cet endroit-là, voilà l'animation que ça donne. Donc vous voyez, ça donne une animation plutôt sympa parce que les points ont bien été confectionnés. Si je fais un truc un petit peu bordélique, je vais vous donner un exemple. Alors on va prendre ce point, ce SVG là, et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer du coup ce point là, qui ne sert plus à rien, et supprimer ce point là. Parce qu'effectivement, pour faire un carré, je n'ai plus besoin de ces points là. Du coup, je ne sais pas si... Ouais, je pense qu'ils doivent bien fermer. Maintenant, je vais réexporter ça. Donc on est parti, je réexporte, et on va l'appeler toujours fin.svg. Je vais ensuite le récupérer. Et ouais, pour le coup, il fait un rectangle. Et pour le coup, il fait un rectangle, donc il m'a bien grillé. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le feinter. On va supprimer qu'un seul des deux points. Et on va réexporter. Il est pas si con, hein. Il m'a vu venir. Hop. Et dans ce cas-là, voilà, j'obtiens ce paf-là. Et c'est ce paf-là que je vais mettre dans mon index.html dans l'attribut data2. Et je vais mettre ces deux attributs à la ligne pour qu'on les ait tous à l'écran. Voilà. Hop. Je fais ça. J'essaie de réactualiser. Et vous voyez que ça donne absolument n'importe quoi. Parce que la librairie JavaScript essaie de faire une interpolation et forcément, il y a des problèmes de cohérence. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à comment vous composez le SVG. C'est la partie la plus importante en fait de ce tutoriel-là. Donc j'ai remis mon animation et ça fonctionne maintenant correctement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à l'accumuler avec l'autre animation. Donc lorsque je vais cliquer, hop hop hop, je vais lui dire que tu dois faire cette animation. Donc je vais la mettre juste ici. Et lorsque tu cliques pour masquer la sidebar, tu fais la même animation, mais en sens inverse. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas vers le to, mais tu vas vers le from. Et là, hop, lorsque je vais cliquer, on aura les deux animations. Alors par contre, la durée ici n'est pas forcément bonne. On va mettre 450, et ça sera 450 ici. D'ailleurs, je me répète à deux endroits, ce qui n'est pas idéal. Donc les options ici, on va les créer dans une variable. On fait let options et on va créer cette variable d'options. Toujours penser, si vous écrivez deux fois le code, c'est que vous faites quelque chose de manière incorrecte. Et ici, on lui passe donc l'option et on lui passe aussi l'option à cet endroit-là. Si j'essaie de réactualiser et que je clique, pouf, j'ai comme ça cet effet d'animation. Et la durée, on avait dit qu'on était 450. Donc après, vous pouvez être créatif à cet endroit-là, vous pouvez utiliser n'importe quoi. J'avais fait quelques essais, ce qui rend pas mal aussi, c'est le Spring. Donc Spring, c'est pour ressort, ça donne un effet d'arrivée et d'impact. Alors hop, c'est vraiment sympa, vous pouvez tester tout ça. C'est ce que vous voyez ici, voilà, ça donne ça. Donc là, il faut un petit peu booster la durée parce que sinon ça donne un effet qui est ultra rapide. J'avais fait un test avec 850, ça donnait quelque chose de pas mal. Si j'essaie de réactualiser, alors c'est pas cette page là mais celle-ci, hop, vous voyez ce que ça donne un effet de rebondissement, hop, quand ça arrive, ce qui peut être sympa. D'ailleurs, on va laisser ça pour l'instant. Donc le second truc qu'il nous reste à faire, c'est de faire en sorte que les éléments ici dans le menu arrivent les uns après les autres. Donc pour le coup, vous pouvez le faire en utilisant Dynamics.js, vu qu'il vous permet de faire des TranslateX. C'est ce que vous voyez par exemple pour cet exemple ici. Hop, il crée une animation pour chaque élément et il rajoute une valeur de délai, ce qui donne cette impression-là. Pour le coup, moi, j'ai pas forcément des tonnes et des tonnes d'éléments. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas embêté. Je l'ai fait directement en CSS. Et pour le coup, je vais reproduire la même chose. Donc, d'abord, nos éléments, on va les sortir du menu. Donc, au niveau de notre app.css, on va préciser que tous les liens vont avoir une transformation. Ça va être un petit peu le même principe qu'ici. Ils vont être décalés sur la droite de 200 pixels. Donc, eux-mêmes sont en dehors du menu. Lorsque le menu va avoir la classe sidebar, dans ce cas-là, les liens, on va leur changer leur valeur de transformation et on va leur préciser qu'ils ont un TranslateX à 0. Et toutes ces animations-là, on va les mettre à la fin. Si j'essaie de réactualiser, on voit que maintenant les éléments sont en dehors du menu et lorsque je vais cliquer, ils vont arriver dans le menu. Et pour donner ce décalage-là, on a simplement à sélectionner les éléments un par un. Donc ici, on va lui préciser que le premier enfant, donc le nth-child 1, lui, il va avoir un transition-délai et on lui met un délai de 0
0.05 secondes. Et ensuite, on fait ça pour l'élément numéro 2. Il aura un délai de, vous le devinez, 0,10 secondes. Et ça pour l'élément 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vous l'avouerai que c'est pas forcément la méthode la plus terrible pour le coup. Si vous avez beaucoup d'éléments, mieux vaudra utiliser l'API JavaScript pour l'animation. Mais ici, c'est largement suffisant. Hop, 20 secondes, à la limite, si moi je pense que ça peut vous intéresser, on le fera juste après. On fera cette animation en utilisant Dynamic.js, histoire de rester sur du full JS. Et là, ici, c'est bon. Voilà, là, normalement, je dois avoir couvert tout le cas. Donc, je réactualise, je clique ici, et hop, vous voyez que les éléments apparaissent les uns après les autres. Si ce n'est le se déconnecter, vu que c'est le 6e élément, hop, il faudrait rajouter un décalage. Si maintenant je replace ma sidebar correctement, c'est-à-dire que ici j'enlève le write à 400 et que je le remets par défaut à moins 200, et que je réactualise, hop, j'ai maintenant cet effet d'animation. Et vous voyez, hop, ça donne cette impression-là. Il faudrait peut-être un petit peu bouger la durée, mais si je reviens sur du is out, donc c'était comme ceci, j'ai maintenant cet effet d'apparition plutôt sympa. Et hop, de disparition dans le sens inverse. Donc si je veux faire ça en JS, hop, il me suffit au niveau de mon CSS de retirer donc ma transition. Donc ça veut dire que là, je vais arrêter de dire que les éléments redeviennent à 0. Voilà, pouf. Et je vais faire ça entièrement en JS. Donc je vais sélectionner tous les éléments qui sont dans le menu. Donc on peut le faire dès le début du chargement de la page, vu qu'on n'a pas d'éléments qui sont rajoutés dynamiquement. Donc on va l'appeler sidebar A. Sidebar links plutôt, ça sera plus pertinent. On fait un document, .query selector, et on va sélectionner tous les éléments qui sont dans la sidebar. Est-ce que j'y avais mis une classe particulière? Je suis pas forcément fan, mais bon, on va rester sur cette sélection-là. On va lui dire, on prend tous les éléments qui sont dans sidebar et qui ont le A. Il faudrait être plus précis ici et idéalement mettre une classe spécifique pour tous les liens. Et du coup ensuite, je vais parcourir l'ensemble de ces éléments-là et leur appliquer l'animation. Alors par contre ici, si je veux en sélectionner plusieurs, il faut que je fasse un query selector all, sinon je risque pas d'aller loin. Donc ensuite, il me suffit lors de l'ouverture du menu de lui dire que tu parcours l'ensemble des liens. Donc on fera un sidebar links.forEach. Donc ça c'est une méthode qui est disponible maintenant sur les navigateurs modernes, mais si jamais vous voulez supporter de plus vieux navigateurs, il faudra utiliser des polyfills, donc des méthodes permettant de rajouter cette fonction-là. Donc ça prend en paramètre une fonction qui prend un premier paramètre qui est l'élément, donc on va l'appeler ici link, et un second paramètre l'index, qui est idéal pour nous mettre en place le délai. Ensuite on va lui dire, bon je veux que tu appliques l'animation, je veux que tu l'appliques sur le lien en question, l'animation ça sera un translate x que l'on passera à 0, et on lui passera les mêmes options. Sauf que l'on veut mettre en place un petit délai. Donc ici, la méthode la plus simple pour ajouter une clé à un objet, c'est d'utiliser la méthode object.assign. C'est peut-être un truc que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais on va prendre un objet vide. On lui dit, je veux que tu appliques les options de options, et que tu appliques en plus les options qui sont un délai, par exemple de, nous on avait dit 0,5. Sauf qu'il faut le mettre en millisecondes, donc c'était 500. Alors, hop, je me souviens plus ce qu'on avait mis. Je vais re-afficher le CSS. Ah ouais, c'était carrément 0,05. Donc c'est 50 millisecondes. Hop, 50 millisecondes. Et on le multipliera par i. Voilà. Donc là, en fait, on crée un nouvel objet. Alors, si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne, hop, on peut mettre un petit débugger ici pour mettre un petit point d'arrêt. Alors, je réactualise la page. Je sors mon inspecteur histoire que les points d'arrêt soient pris en compte. Et je clique ici. Et je vais vous montrer hop, ce que donne ce truc-là. Voilà, donc dans la console, ça donne ce nouvel objet qui reprend en fait les options et, et ça rajoute en plus le délai. Si jamais on met i qui vaut 3, ça rajoutera un meilleur délai. Pourquoi on ne met pas directement l'option en premier paramètre? Parce qu'on ne veut pas qu'il modifie cette variable option. C'est un peu le problème du JavaScript, c'est que si on faisait un coup de options.delay et qu'on rajouterait le délai, on modifierait l'objet option qui serait ensuite, et vu qu'ensuite il est réutilisé à d'autres endroits, on casserait un petit peu notre script. Donc là malheureusement on n'a pas vraiment de choix à cet endroit-là. Maintenant que j'ai fait ça, ça devrait fonctionner. Donc là le système de point d'arrêt fait que ça casse un petit peu tout le truc, donc je vais cliquer 5 fois sur suivant, et on va réessayer. Si maintenant je clique, hop, je vois que mes différents éléments apparaissent les uns après les autres.
Par contre, ils apparaissent avec un super délai bizarre, c'est dû à ce petit truc là. Dans notre CSS, on a laissé le transform. Nous, on veut, par exemple, on va lui laisser la transition sur la couleur, mais après, on veut laisser le JS faire le reste. On veut pas avoir de problème à cet endroit-là. Donc si maintenant je réactualise, lorsque je clique, les éléments apparaissent bien les uns après les autres. Et de la même façon, je peux changer le type de transition à utiliser. Maintenant, lorsque l'élément disparaît, ces différents liens, je dois les refaire se masquer. Donc là, j'applique le même comportement lorsque l'on masque l'élément. Et on va lui dire pour chaque élément qui est dans ma sidebar, je veux que tu animes le translate X et que tu le fasses passer à 200, qui était la valeur initiale. Donc comme on l'a fait ici, pour le PAF, on pourrait sauvegarder la valeur initiale dans une variable. Là, on va pas trop s'embêter. On sait que notre sidebar fait 200 pixels, donc ça suffira. Par contre, dans ce cas-là, on ne rajoutera pas de délai. On veut que tout disparaisse en même temps. Donc on mettra simplement le tableau d'options ici. Ça permettra de simplifier un petit peu cette animation-là pour le cas du masquage. Si maintenant j'essaie de réactualiser, j'ai l'effet qui marche bien dans un sens et qui marche bien dans l'autre. Et d'ailleurs, je me dis que l'animation peut-être des éléments mériterait d'être un poil plus courte pour l'apparition. Donc là, on va changer la duration. Donc pour le coup, on pourrait tout changer. Et on mettra 300. Ça devrait faire une animation un petit peu plus sympa qui se superpose. Voilà. Donc après, il suffit d'affiner suivant ce que vous voulez faire. Voilà, donc là, on a mis en place ce petit effet de menu qui apparaît avec une petite déformation. Donc c'est après un effet que vous pouvez répéter, réutiliser un petit peu partout où vous le souhaitez. Donc le corps en fait du système, c'est vraiment l'utilisation de SVG et l'utilisation de Dynamic.js pour la transformation. Sachant encore une fois que si vous souhaitez, ce n'est pas la seule librairie qui vous permet de le faire, vous pouvez utiliser Snap SVG ou autre. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous générez ce SVG, pensez bien à le créer correctement et essayez de faciliter la vie à votre librairie d'animation. Parce que si jamais vous faites des SVG qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, votre librairie, lorsqu'elle va essayer d'effectuer des transitions, elle ne va pas pouvoir inventer des repères. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir le même nombre de points à l'arrivée qu'au départ et avoir des points qui ne changent pas trop, qui ne changent pas de manière complètement inconsistante. Donc par exemple, vous modifiez les courbes de Bézier, vous modifiez l'angle des courbes de Bézier, ça va, mais si un point n'a pas de courbe de Bézier à l'origine et puis se retrouve avec une courbe à l'arrivée, la librairie va pas trop savoir quoi faire et vous avez des chances d'avoir une animation qui est complètement biscornue. Voilà, donc là, dans notre cas, c'était relativement simple, mais mais vous le voyez, ça donne déjà un effet plutôt sympa. Autre petite chose, pensez si jamais vous voulez faire un SVG qui soit déformé à retirer le préserve aspect ratio, histoire que votre SVG prenne la totalité de votre espace. Donc après, c'est un système que vous pouvez mettre un petit peu n'importe où. Et vous avez quelques exemples qui sont donnés au niveau de la présentation de Dynamic.js. Un petit bouton qui se déforme ou ce petit spinner. Donc vraiment, on peut faire des choses plutôt sympas avec. Après, c'est à vous d'imaginer. Et n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, à regarder un petit peu les sources des animations qui sont montrées en démonstration. Ça peut vous inspirer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans le fonctionnement de Dynamic.js et de cette petite sidebar et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!